Merci de recevoir Ivenos TV. D'entrée, je voudrais faire une remarque. Je ne sais pas si elle est gênante, hein, mais il y a quelque temps, en arrière, vous avez vu avec une barbe, on ne sait pas à quoi ça répondait, mais là, aujourd'hui, on vous voit bien coiffé. Pourquoi ce changement-là? Oh, merci aussi. Merci de nous tendre votre micro. Merci, cher ami. Je suis très content de te recevoir dans mon exil. Dans mon exil. Donc, effectivement, lorsque nous sommes sortis d'Abidjan, c'était pendant des périodes très difficiles. Très difficiles. Et nous avons vu beaucoup d'atrocités dans notre pays. Beaucoup de douleurs, beaucoup de meurtrissures. Voilà. Et ces événements malheureux là sont soldés par l'arrestation du président que nous avons vraiment senti comme un choc. Voilà. Et c'était pour traduire tous ces souvenirs douloureux que nous avons laissé notre barbe pousser, que nous avons laissé cette image de nous. Voilà. Pas une sorte de camouflage, puisque vous êtes en exil, vous aviez peur de vous faire... Non, pas du tout, ce n'était pas du tout du camouflage. J'ai dit c'était la posture de quelqu'un qui se sentait très mal dans sa peau, dans son âme, dans son esprit, par rapport aux événements qu'il venait de subir. Et je crois qu'avec le temps, pas que les choses se sont complètement cicatrisées, pas qu'on a oublié, mais avec le temps quand même, vous savez, on dit que le temps est un second nom de Dieu, le temps fait son effet, et les choses sont beaucoup plus soutenables maintenant. C'est pourquoi il faut quand même nous débarrasser de ces souvenirs-là, pas de l'oublier complètement, mais il faut que nous regardions de l'avant, il faut que nous vivions, puisque en face de nous, il y a un combat qui continue, il y a une bataille qu'on doit mener, et donc voilà, nous sommes dans cette trajectoire. Cette trajectoire, elle nous amène effectivement directement vers l'actualité. On vient d'apprendre qu'un de vos parents, un de vos frères, a été arrêté à Abidjan récemment, après que l'autre frère aussi a été arrêté il y a quelques mois. Oui. Vous le confirmez? Oui. Ils ont commencé d'abord par mon grand frère aîné, qui a été arrêté à Noé, un monsieur tranquille qui n'a rien à voir avec la politique. Voilà, on l'a appréhendé, il paraît qu'on lui reproche un délit d'atteinte à la sûreté de l'État. Je ne sais pas où ils ont sorti ça. Actuellement, il a été jugé et mis à la disposition des services de renseignement. Là encore, je m'interroge sur la justesse de cette peine. Et puis après, tout récemment, j'ai mon petit frère qui est sergent de police, qui était précédemment en service à la CRS 2, mais qui, aux dernières nouvelles, avait été muté précisément à la préfecture de police ou à la direction générale, je ne sais plus trop, comme je n'ai plus trop de contact avec lui. Lui aussi, il a été interpellé, mais lui, jusqu'à présent, je n'ai aucune information sur son lieu de détention, sur ce qu'on lui reproche. Je ne sais pas où. Certainement un lien avec vous, certainement. Oui, ça je le sais. Je sais que vous savez. Est-ce que vous communiquez voilà, non, en fait, je prends même le soin de ne pas communiquer avec mes parents. Voilà. Avec mes parents qui sont restés à Abidjan, je n'ai aucun contact. Pour ne pas qu'il y ait justement cet amalgame. Voilà. Lui, il était sergent de police, il a préféré rester en poste. Voilà, donc c'est pratiquement lui qui restait là-bas. Voilà, donc je n'ai pas trop de contact avec lui. Donc je m'étonne qu'il soit arrêté, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, il existe maintenant le délit de patronyme. Voilà, Michel Gbagbo est en prison parce qu'il est seulement le fils du père. Voilà, et qu'il s'est retrouvé dans le domicile. Vous avez connu ce jeune homme-là. Est-ce qu'au fond, c'est parce qu'il est vraiment le fils du père qu'il a été détenu, ou bien il y a d'autres choses que certainement vous pouvez expliquer? Non. On peut tout expliquer. Non, concernant le cas d'espèce, concernant ce cas d'espèce, Michel Gbagbo a été arrêté simplement et exclusivement parce que
il est le fils de Laurent Gbagbo. On dit qu'il dessinait des secrets, même des armes. Certainement, peut-être après son père, c'est lui qui venait. Ouais. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, c'est des accusations fallacieuses. Voilà. Michel Gbagbo, il a un passé de lutteur quand même. Voilà. Ça, je le confesse. Puisque on a été ensemble dans le mouvement estudiantin. Donc, il a participé, comme tous les jeunes de son temps à cette époque-là, à la lutte estudiantine. Donc, voilà. Ça, c'est un fait qui est indiscutable, puisque ça fait partie de son histoire. On ne peut pas l'effacer. Voilà. Mais en ce qui concerne la crise post-électorale, le seul crime de Michel Gbagbo a été le fait qu'il est le fils de Gbagbo et qu'il se soit trouvé là où un fils digne devait se retrouver à un moment où son papa subissait des atrocités les plus injustes, c'est-à-dire la résidence du père. Voilà. Donc Michel Gbagbo a été arrêté simplement et exclusivement parce qu'il est le fils du père. Voilà. C'est tout. Mais ça, le ministre de la Justice de l'époque et des droits de l'homme, M. Aoussou Diallo, l'a dit devant les antennes de la télévision ivoirienne. Il a dit que cherchait Michel Gbagbo à la résidence de son père. Voilà. Sinon, le Michel Gbagbo qu'on connaît ne peut pas créer des troubles, comme on le dit, troubles à l'ordre public. Mais quel ordre public était troublé en ce moment? On était en guerre. C'était la guerre. Voilà. Quel ordre public on peut troubler encore en période de guerre? L'ordre est déjà troublé. Voilà. Donc, revenons à cette période post-électorale. Justement, depuis cette période-là, on tacte tous les proches du président Laurent Gbagbo comme étant des pro-Gbagbo. Est-ce que cette connotation vous sied? Moi, je sais, ceux qui le disent là, ils veulent nous caricaturer. Voilà. Ils veulent nous coller une certaine étiquette, déshonorante. Voilà. Parce que Gbagbo, il le montre dans leur télévision, dans leur chaîne de radio, comme quelqu'un qui est infréquentable. Voilà. Comme quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité. Mais nous sommes fiers d'être des pro-Gbagbo. Voilà. Nous sommes fiers d'être des pro-Gbagbo. Parce que ce Gbagbo-là, quand on te tasse d'être un pro-Gbagbo, il faut en être fier. Parce que dans la réalité, Gbagbo n'est pas ce qu'ils sont, ce qu'ils décrivent. Et l'humanité ne retiendra pas de Gbagbo ce que ces détracteurs-là veulent qu'on retienne de lui. Gbagbo est un homme pacifique, est un démocrate dans l'âme, qui a lutté pendant près de 30 ans dans une opposition civilisée et qui est parvenu au pouvoir selon les règles de l'art, à l'issue d'un scrutin régulier que toute la communauté internationale a suivi. On ne Selon vous, aujourd'hui, qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Oui, je veux dire qu'aujourd'hui, avec le recul, avec les clameurs qui se sont tues, dans la plus grande sérénité, dans la plus grande transparence, devant Dieu et devant les hommes, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Comment vous en êtes sûr? Oh, vous savez, au risque de verser dans la polémique, je pense que... Puisque M. Gbagbo a demandé à ce que les voix soient recomptées, on a eu une pliade de panels. Ça veut dire que lui n'était pas trop sûr aussi. Non, c'est pas ça. C'était pour rassurer ceux qui doutaient de sa victoire. Voilà. Sinon, lui, Gbagbo, il était sûr qu'il a gagné. Mais comme des gens contestaient, comme au niveau de la CEI, il y a eu un imbroglio, ce cafouillage, voilà, pour mettre tout le monde d'accord, il fallait qu'on recompte les voix. Voilà. C'était pas un risque? Non, il n'y avait pas de risque puisqu'il est sûr d'avoir gagné. Il n'y avait pas de risque. Et puis, risque pour quoi? Risque pour lui? Risque pour la Côte d'Ivoire? Non. La meilleure façon pour rassurer... Recompter quelle voix? Puisque vous venez de décider des papiers, au nord, il y a des unes qui disparaissent, mais recompter quelle voix? Non, sur la base de quoi? Sur les procès verbaux. Ouais. Sur les procès verbaux. On allait faire l'inventaire, l'audit. Voilà, de ces élections. Parce que, vous voyez, dans plus de 500 bureaux de vote, dans le Nord, alors que Gbagbo Laurent avait eu des voix au premier tour, voilà, et de nombreux voix au premier tour, dans plus de 500 bureaux de vote, il a eu 0 voix. Ça veut dire même ces, comment on les appelle là, ces assesseurs, ces scrutateurs, voilà, ont voté contre lui.
comment cela est possible? Comment cela est possible? Dans plusieurs localités, il y a eu plus de votants que d'inscrits. Ça entraîne la nullité du scrutin. Parce que ce sont des éléments objectifs de fraude. Oui. Vous avez vu le procès verbal de la vallée du Bandama, celui que tout le monde a montré et qui montre de façon outrancière et grossière. Mais ça, c'est la RTI à l'époque qui l'a montré aussi. Hein. Oui, mais non, mais la RTI n'a pas inventé. Vous avez vu les supports. Et les supports sont authentiques. Et ça existe. Je suis quand même membre de la commission électorale. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Voyez-vous. Voilà. Donc, il y a eu ces fraudes-là, ces cas de fraude palpables, indiscutables. Voilà. Donc, M. Ouattara a eu des suffrages largement au-dessus de ce qu'il méritait. On a gonflé ses voix. On a gonflé ses voix. Et c'est ce que la communauté internationale a eu peur qu'on découvre. C'est pourquoi ils ont refusé le recomptage de voix. Sinon, cher monsieur, pourquoi des gens qui sont allés à des élections, des candidats qui sont allés à des élections, ils réclament tous deux la victoire? Voilà. Il y a eu des problèmes au niveau des institutions nationales. On demande alors que la communauté internationale est fortement impliquée, voilà, mette en place une commission internationale de vérification, d'authenticité de ce qui s'est passé. L'ONU l'a authentifié, non? Voilà. Non. C'est tout ce processus qui a créé des problèmes. C'est tout ce processus qui a créé des problèmes. Vous venez demander à ce que la communauté internationale vienne intervenir. Oui. Oh, mais l'ONU en Côte d'Ivoire était assermentée pour authentifier ces élections, oui, pour certifier ces élections. Oui, l'ONU l'a fait. Non. Attendez, vous mélangez un peu les choses. J'ai dit, il y a eu un processus auquel l'ONU a pris part. Voilà. L'ONU a pris part à ce processus. Et ça a créé des problèmes. Pris part, ça veut dire quoi? Oui. On ne comprend pas. L'ONU était... C'est un observateur. L'ONU ne vote pas en Côte d'Ivoire. L'ONU ne... Vous savez, le processus électoral, ce n'est pas seulement ceux qui votent. Voilà. Le processus électoral, c'est pas... L'ONU était chargée de sécuriser le processus. D'accord. L'ONU était chargée du transport du matériel. D'accord. L'ONU était chargée de certifier le scrutin. Mais sur la certification, parce que qui est problématique sur la certification, l'ONU a outrepassé ses compétences. Vous en avez les preuves? Oui, l'ONU a outrepassé ses compétences. Parce que la certification, voilà, la certification, voilà, n'est pas la validation. Voilà. C'est-à-dire que l'ONU ne se substitue pas aux institutions ivoiriennes en charge du processus électoral pour décider si ce processus est valable ou non. L'ONU, la certification, je dis, recommande simplement à l'ONU de voir si toutes les étapes de l'élection se sont déroulées normalement. Voilà. C'est-à-dire quoi? Dans le cas d'espèce, il y a eu l'enrôlement. Est-ce que l'enrôlement s'est bien passé? Il y a le contrôle de la communication. Est-ce que les différents candidats ont eu le même temps de listing électoral? Voilà. Est-ce que les différents candidats ont eu le même temps d'antenne? Le listing électoral, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il a été accepté par tous? Le premier tour, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que la CEI en première instance on ne va pas refaire les raisons en Côte d'Ivoire. Non, oui.